Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous publions gratuitement les résumés des livres et des romans les plus utiles et les plus intéressants chaque semaine. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bonne écoute! Savez-vous pourquoi la classe moyenne disparaît peu à peu, et pourquoi seuls les riches semblent devenir encore plus riches? Dans leur livre Pourquoi nous voulons que vous soyez riches, Donald Trump et Robert Kiyosaki lèvent le voile sur les vérités que l'école ne nous apprend jamais. Aujourd'hui, je vais vous résumer ce livre puissant qui peut littéralement transformer votre vision de l'argent et de votre avenir financier. Alors restez bien jusqu'à la fin, car chaque idée compte, et la dernière peut changer votre vie. Le livre, Pourquoi nous voulons que vous soyez riches, a été coécrit par Donald Trump et Robert Kiyosaki. Ils l'ont écrit pour alerter la classe moyenne sur les dangers financiers à venir et l'importance de développer une éducation financière solide. Leur objectif était d'encourager les gens à entreprendre, investir et prendre en main leur avenir économique au lieu de dépendre uniquement des emplois traditionnels. Introduction. Dans l'introduction, Donald Trump et Robert Kiyosaki expliquent pourquoi ils ont décidé d'écrire ce livre ensemble. Même s'ils viennent de milieux très différents, ils partagent une même inquiétude: l'avenir économique de la classe moyenne. Selon eux, le monde change rapidement et ceux qui n'adaptent pas leur vision de l'argent risquent de se retrouver piégés dans la dépendance et les difficultés financières. Ils affirment que l'école traditionnelle ne prépare pas les gens à affronter ces nouveaux défis. On nous apprend à obtenir un diplôme, à chercher un emploi stable et à vivre de notre salaire. Mais ce modèle, autrefois rassurant, ne garantit plus ni sécurité ni prospérité. Les emplois disparaissent, les retraites sont incertaines, et l'économie mondiale devient de plus en plus exigeante. Trump et Kiyosaki insistent sur une idée fondamentale: il est urgent d'apprendre à penser comme les riches. Non pas pour imiter leur style de vie superficiel, mais pour comprendre leur manière de gérer et de faire fructifier l'argent. Les riches utilisent les opportunités, construisent des actifs et développent plusieurs sources de revenus. À l'inverse, la majorité se contente d'un seul salaire qui ne suffit pas toujours à couvrir les besoins. Ils expliquent aussi que leur motivation n'est pas seulement personnelle. Ils veulent que davantage de personnes deviennent indépendantes financièrement, car une société où chacun est dépendant des gouvernements ou des dettes est une société fragile. Aider les autres à s'enrichir est donc une manière de créer un monde plus stable, plus équilibré et plus prospère pour tous. Enfin, l'introduction est un appel à l'action. Trump et Kiyosaki préviennent que rester passif, c'est accepter de subir le système. Mais développer son éducation financière, c'est se donner la possibilité de prendre en main son destin. Leur objectif est clair: éveiller la conscience de leurs lecteurs et leur donner les clés pour bâtir une véritable liberté économique. Chapitre 1. La disparition de la classe moyenne. Le premier chapitre s'ouvre sur un constat préoccupant: la classe moyenne, qui a longtemps été considérée comme le pilier de l'économie et de la stabilité sociale, est en train de disparaître progressivement. Trump et Kiyosaki expliquent que les règles du jeu économique ont changé. Le modèle classique où l'on étudiait, obtenait un diplôme, trouvait un emploi stable, achetait une maison et profitait d'une retraite confortable n'est plus une garantie de sécurité. Selon eux, les grandes transformations du monde moderne, la mondialisation, la technologie, la concurrence accrue, ont bouleversé la donne. Les emplois sont délocalisés, remplacés par des machines ou par des systèmes automatisés. Cela signifie que même les professions autrefois stables, comme celles dans l'administration ou l'industrie, sont menacées. Résultat, de plus en plus de familles de la classe moyenne se retrouvent fragilisées, prises dans un cercle où elles travaillent davantage, mais gagnent proportionnellement moins. Trump et Kiyosaki soulignent un point essentiel: les riches deviennent plus riches parce qu'ils savent s'adapter à ces changements. Ils saisissent les opportunités, ils investissent, ils innovent. À l'inverse, ceux qui s'accrochent au modèle traditionnel, basé uniquement sur le salariat et l'épargne dans une banque, voient leur pouvoir d'achat s'éroder.
L'inflation grignote leurs économies, tandis que les charges et les dettes augmentent. Le chapitre insiste sur la différence d'état d'esprit. Les riches considèrent l'argent comme un outil qui doit travailler pour eux, alors que la majorité travaille pour obtenir de l'argent. Cette différence paraît subtile, mais elle fait toute la distinction entre ceux qui s'enrichissent et ceux qui s'appauvrissent. Par exemple, un riche achète un bien immobilier qui lui rapporte chaque mois, tandis qu'une personne de la classe moyenne achète souvent une maison qui devient une charge avec son crédit, ses impôts et son entretien. Trump et Kiyosaki expliquent aussi que les systèmes éducatifs traditionnels contribuent à ce problème. Les écoles forment des employés et non des investisseurs ou des entrepreneurs. On enseigne à suivre des règles, à passer des examens, mais rarement à comprendre le fonctionnement de l'argent, des affaires et des investissements. Pourtant, dans le monde actuel, cette ignorance coûte très cher. Un autre point marquant du chapitre est la mise en garde. La classe moyenne qui ne s'éduque pas financièrement risque d'être écrasée entre deux forces. D'un côté, une minorité riche qui contrôle les entreprises, les capitaux et les innovations. De l'autre, une masse de personnes qui glissent vers la précarité et la dépendance. Ceux qui resteront passifs seront de plus en plus vulnérables. Enfin, Trump et Kiyosaki concluent ce premier chapitre sur une invitation claire, il est temps de réagir. La disparition de la classe moyenne n'est pas une fatalité si chacun décide de changer son rapport à l'argent. Mais cela passe par une prise de conscience, par le refus de dépendre uniquement d'un emploi, et par la volonté d'apprendre à investir et à entreprendre. Le chapitre prépare donc le terrain, il ne s'agit pas seulement de critiquer la situation actuelle, mais de montrer qu'il existe une autre voie vers la liberté financière. Chapitre 2. Différents points de vue sur l'argent. Dans ce chapitre, Donald Trump et Robert Kiyosaki expliquent que leur force vient de leur vision complémentaire de l'argent. Tous deux sont des hommes d'affaires à succès, mais ils n'ont pas suivi la même trajectoire. Trump s'est illustré surtout dans l'immobilier à grande échelle, en construisant des gratte-ciel, des hôtels et des casinos. Kiyosaki, quant à lui, a bâti son succès en créant des entreprises, en écrivant et en enseignant les principes de l'éducation financière. Cette différence de parcours est justement ce qui enrichit leur message. Trump apporte l'expérience de la gestion de projets gigantesques et de l'art de négocier à haut niveau. Kiyosaki, lui, incarne l'esprit pédagogique et la capacité à traduire des concepts complexes en leçons accessibles. Ensemble, ils veulent montrer que l'argent peut être compris et utilisé de plusieurs façons, mais que les principes fondamentaux de la richesse restent universels. Le chapitre insiste sur le fait que la majorité des gens ont une vision limitée de l'argent. Beaucoup voient l'argent uniquement comme un salaire, une récompense en échange de leur temps et de leur énergie. Or, selon Trump et Kiyosaki, cette vision est réductrice. L'argent n'est pas seulement un moyen de survie, c'est un outil puissant qui peut être multiplié, investi et utilisé pour créer encore plus de valeur. Une grande partie du problème vient de l'éducation traditionnelle. On nous apprend à travailler dur, à épargner et à éviter les risques. Mais on nous apprend rarement à prendre des initiatives, à créer des opportunités et à faire travailler l'argent pour nous. Les riches, au contraire, développent un état d'esprit où chaque dépense, chaque investissement et chaque décision financière est analysée comme une possibilité de croissance. Trump donne dans ce chapitre des exemples tirés de son expérience dans l'immobilier. Pour lui, un immeuble n'est pas seulement un bâtiment, c'est un actif capable de générer des revenus réguliers et de prendre de la valeur avec le temps. Kiyosaki, de son côté, insiste sur la différence entre actif et passif. Un actif met de l'argent dans votre poche, tandis qu'un passif en retire. La plupart des gens confondent les deux et croient être riches en possédant une maison ou une voiture, alors que ce sont souvent des passifs coûteux. Les auteurs rappellent aussi que l'état d'esprit face à l'argent est essentiel. Ceux qui considèrent l'argent comme une source de peur ou comme un tabou ne chercheront jamais à en comprendre les mécanismes. À l'inverse, ceux qui voient l'argent comme une compétence à maîtriser chercheront toujours à apprendre,
à investir et à s'améliorer. L'argent, dans cette vision, devient un levier de liberté et non une chaîne de dépendance. En conclusion, ce chapitre montre que la différence entre riches et non riches ne réside pas seulement dans le montant d'argent possédé, mais surtout dans la manière de penser l'argent. Trump et Kiyosaki veulent convaincre leurs lecteurs que le véritable changement commence dans l'esprit, apprendre à voir l'argent comme un outil de création, une ressource à faire fructifier, et non comme une simple récompense pour le travail accompli. Chapitre 3. Pourquoi il faut penser différemment? Dans ce chapitre, Donald Trump et Robert Kiyosaki expliquent que la clé pour construire la richesse ne se trouve pas uniquement dans les connaissances techniques, mais surtout dans la manière de penser. Selon eux, les personnes riches et celles qui luttent financièrement vivent dans deux mondes mentaux totalement différents. Ce qui sépare les uns des autres n'est pas seulement le capital de départ, mais surtout l'état d'esprit, les croyances et la façon d'appréhender l'argent. Ils insistent sur une vérité fondamentale, la peur et le conformisme sont les deux plus grands ennemis de la réussite financière. Beaucoup de gens restent coincés dans une routine, car ils ont peur de prendre des risques, peur de perdre ce qu'ils ont déjà, peur du regard des autres. Pourtant, comme l'a dit l'écrivain Ralph Waldo Emerson, n'allez pas là où le chemin peut mener. Allez là où il n'y a pas de chemin et laissez une trace. C'est exactement ce que font les riches, ils osent penser autrement, sortir des sentiers battus et créer leurs propres opportunités. Trump illustre ce principe avec l'exemple de ses premiers investissements immobiliers. Alors que d'autres craignaient la volatilité du marché, il voyait des occasions de croissance. Pour lui, chaque crise économique cache une opportunité. Il rappelle que plusieurs de ses meilleurs achats ont été réalisés à des moments où tout le monde fuyait l'immobilier. À ses yeux, la différence est simple. La majorité voit le danger, le riche voit la possibilité. Kiyosaki complète cette idée avec une réflexion issue de son célèbre enseignement sur les actifs et passifs. Il explique que beaucoup de gens, par peur d'échouer, choisissent la sécurité d'un emploi fixe, mais en réalité, ils se condamnent à une vie limitée. Un emploi peut donner un revenu, mais il ne conduit pas à la liberté. Comme l'a écrit Albert Einstein, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si on veut des résultats différents, il faut apprendre à penser et agir différemment. Le chapitre met aussi en lumière le rôle des erreurs et des échecs. Pour Trump et Kiyosaki, l'échec n'est pas un ennemi, c'est un professeur. Chaque erreur donne une leçon, chaque chute renforce l'expérience. Les riches ne craignent pas l'échec, ils l'intègrent dans leur parcours. À l'inverse, ceux qui cherchent à tout prix à l'éviter restent paralysés et finissent par ne rien tenter de nouveau. Comme l'a dit Henry Ford, l'échec est seulement l'opportunité de recommencer de façon plus intelligente. Les auteurs rappellent également que l'entourage joue un rôle déterminant. Les pensées que l'on nourrit dépendent souvent des personnes avec lesquelles on passe du temps. Si vous vous entourez de personnes qui se plaignent de leurs problèmes financiers, vous risquez de penser de la même manière. Mais si vous fréquentez des personnes ambitieuses et créatives, vous commencerez à voir l'argent comme une ressource à développer. Enfin, Trump et Kiyosaki concluent ce chapitre en soulignant que penser différemment est une discipline. Cela demande du courage, de la curiosité et une volonté constante d'apprendre. Ils encouragent les lecteurs à cultiver une mentalité d'investisseur et de créateur, plutôt que celle d'un simple salarié. Le monde évolue rapidement, et seuls ceux qui adaptent leurs pensées réussiront à tirer profit de ces changements. Chapitre 4. Pourquoi les riches s'enrichissent? Dans ce chapitre, Donald Trump et Robert Kiyosaki répondent à une question que beaucoup de gens se posent. Pourquoi les riches deviennent-ils toujours plus riches alors que la majorité peine à s'en sortir? La réponse, explique-t-il, ne réside pas seulement dans le fait d'avoir plus d'argent au départ, mais dans la manière de l'utiliser. Les riches savent multiplier leurs ressources grâce aux investissements, aux opportunités et à une vision à long terme. Trump illustre cela par son parcours dans l'immobilier.
Il raconte comment il a appris très tôt à voir les propriétés comme des sources de revenus et non comme de simples possessions. Quand il achète un immeuble, il ne pense pas seulement à sa valeur actuelle, mais à ce qu'il peut générer dans les années à venir. C'est cette capacité à penser au futur qui distingue les investisseurs des simples consommateurs. Kiyosaki complète cette analyse en rappelant son enseignement central: les riches acquièrent des actifs, alors que la majorité accumule des passifs. Un actif met de l'argent dans votre poche, un passif en retire. Par exemple, acheter une maison pour y habiter peut sembler être une richesse, mais en réalité, elle coûte chaque mois en crédit, en taxes et en entretien. À l'inverse, un immeuble mis en location génère un flux constant de revenus. C'est cette logique qui fait croître la richesse au fil du temps. Les auteurs insistent aussi sur l'importance de l'éducation financière. La différence entre les riches et les autres ne vient pas de l'intelligence académique, mais de la connaissance des règles de l'argent. Comme le disait Benjamin Franklin, un investissement dans la connaissance paye toujours le meilleur intérêt. Les riches continuent d'apprendre, de se former et de s'entourer d'experts, ce qui leur permet de prendre de meilleures décisions financières. Un autre point développé dans ce chapitre est la relation des riches avec les dettes. Contrairement à la majorité qui considère la dette comme un danger, les riches savent l'utiliser comme un levier. Trump explique par exemple que de nombreux projets immobiliers ont été financés grâce à des emprunts stratégiques, qui ont ensuite généré des millions de revenus. Pour lui, la dette peut être un outil puissant lorsqu'elle sert à acquérir des actifs, mais elle devient un piège quand elle est utilisée pour financer un train de vie. Le chapitre met également en avant la discipline des riches. Ils ne dépensent pas en premier pour leur plaisir, mais pour leurs investissements. Ensuite, ce sont les revenus générés par ces investissements qui financent leur style de vie. Ce principe simple explique pourquoi leur richesse continue de croître alors que la majorité s'endette pour acheter des biens qui perdent de la valeur. Enfin, Trump et Kiyosaki soulignent que cette dynamique de l'enrichissement n'est pas réservée à une élite. Chacun peut apprendre à penser comme un riche, à investir, à créer des revenus passifs et à construire sa propre liberté financière. Comme l'a dit Aristote, nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. De la même manière, devenir riche n'est pas le fruit d'un coup de chance, mais le résultat d'habitudes financières intelligentes et constantes. Chapitre 5. L'importance de l'éducation financière. Dans ce chapitre, Donald Trump et Robert Kiyosaki mettent l'accent sur un thème central de tout le livre: la vraie richesse ne se construit pas uniquement avec de l'argent, mais surtout avec l'éducation financière. Selon eux, la majorité des difficultés économiques rencontrées par les gens viennent d'un manque de connaissances sur le fonctionnement de l'argent, de l'économie et des investissements. Ils rappellent que l'école traditionnelle enseigne à lire, écrire et compter, mais elle ne prépare pas à la vie réelle en matière d'argent. On apprend comment devenir un bon employé, comment obtenir un diplôme, mais très rarement comment gérer un budget, créer une entreprise ou investir intelligemment. Comme le disait Confucius, une éducation engendre la confiance. La confiance engendre l'espoir. L'espoir engendre la paix. Sans éducation financière, les gens tombent facilement dans l'endettement, la peur et la dépendance. Kiyosaki illustre cette idée avec son propre parcours. Enfant, il a été guidé par deux figures: son père pauvre, qui lui recommandait d'aller à l'école pour obtenir un bon emploi, et son père riche, un entrepreneur qui lui enseignait l'importance d'apprendre à faire travailler l'argent. C'est ce contraste qui a forgé sa vision. L'école forme des salariés, mais ceux qui veulent la liberté doivent se former par eux-mêmes à l'éducation financière. Trump ajoute que la connaissance est ce qui permet de saisir des opportunités que d'autres ne voient pas. Par exemple, lorsqu'un marché immobilier traverse une crise, la plupart des gens paniquent et vendent à perte. Mais celui qui comprend les cycles économiques sait que c'est le moment d'acheter à bas prix pour récolter les bénéfices plus tard. Comme le disait l'économiste John Maynard Keynes, les difficultés ne résident pas dans les idées nouvelles, mais dans l'évasion hors des idées anciennes.
Les auteurs insistent également sur le fait que l'éducation financière ne s'arrête jamais. Elle ne consiste pas à lire un seul livre ou à suivre une seule formation, mais à développer une discipline constante. Lire des ouvrages, assister à des séminaires, s'entourer de mentors, expérimenter par soi-même, tout cela fait partie du processus. L'argent évolue, les marchés changent, et celui qui cesse d'apprendre finit par reculer. Un autre point important est la distinction entre travailler pour l'argent et apprendre pour l'argent. La plupart cherchent un emploi uniquement pour avoir un revenu immédiat, mais les riches voient chaque expérience comme une opportunité d'apprentissage. Même un échec ou une mauvaise décision peut se transformer en leçon précieuse pour mieux réussir par la suite. Comme l'a dit Nelson Mandela, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Enfin, Trump et Kiyosaki concluent que la véritable sécurité ne se trouve pas dans un emploi ou un salaire fixe, mais dans la capacité à s'adapter grâce à ses connaissances financières. Un diplôme peut vous ouvrir une porte, mais seule l'éducation financière continue vous permettra de garder cette porte ouverte et d'en franchir beaucoup d'autres. L'avenir appartiendra à ceux qui savent comprendre, anticiper et agir intelligemment avec l'argent. Chapitre 6. Pourquoi les riches créent leurs propres affaires? Dans ce chapitre, Donald Trump et Robert Kiyosaki expliquent une différence fondamentale entre les riches et la majorité des gens. Les riches ne se contentent pas de travailler pour les autres, ils créent leurs propres affaires. Ce n'est pas seulement une question d'ego ou de pouvoir, mais une stratégie essentielle pour bâtir une véritable indépendance financière. Les auteurs soulignent que la majorité des personnes passent leur vie à construire la richesse de quelqu'un d'autre. Un salarié, même s'il est bien payé, travaille en réalité pour enrichir son patron, les actionnaires de l'entreprise ou l'État à travers les impôts. En revanche, celui qui crée sa propre entreprise travaille pour bâtir un système qui pourra fonctionner même en son absence. Comme l'a écrit Jim Rohn, les pauvres et la classe moyenne travaillent pour l'argent, les riches font travailler l'argent pour eux. Trump illustre cette idée avec son parcours dans l'immobilier. Il explique qu'en construisant ses propres projets, il a non seulement créé des sources de revenus, mais aussi une marque mondiale, Trump. Pour lui, une affaire bien pensée n'est pas seulement une source de profit, c'est aussi un levier pour influencer des marchés entiers et ouvrir de nouvelles opportunités. Kiyosaki, de son côté, prend l'exemple des petits entrepreneurs. Selon lui, il n'est pas nécessaire de construire un empire pour bénéficier de la logique des riches. Un simple commerce, une start-up ou même un investissement immobilier peut déjà mettre une personne sur la voie de l'indépendance. L'important n'est pas la taille de l'affaire, mais l'état d'esprit derrière, créer quelque chose qui génère des revenus indépendamment de son temps. Les auteurs insistent aussi sur un point. Créer une affaire comporte des risques, mais ces risques peuvent être réduits grâce à l'éducation financière et à la préparation. Beaucoup ont peur de se lancer parce qu'ils craignent l'échec. Mais comme l'a dit Thomas Edison, je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. Les entrepreneurs prospères ne sont pas ceux qui ne tombent jamais, mais ceux qui savent se relever et apprendre de chaque expérience. Un autre aspect abordé est la fiscalité. Trump et Kiyosaki expliquent que dans la plupart des pays, les systèmes fiscaux favorisent les investisseurs et les entrepreneurs plutôt que les salariés. Les riches paient moins d'impôts non pas parce qu'ils trichent, mais parce qu'ils utilisent les lois en leur faveur. Une entreprise peut déduire ses charges, ses investissements et profiter d'avantages fiscaux que les employés n'ont pas. Cela explique aussi pourquoi créer ses propres affaires est une voie plus avantageuse pour bâtir la richesse. Enfin, le chapitre insiste sur la notion de contrôle. Celui qui dépend uniquement d'un emploi confie son avenir à une entreprise ou à un patron. Mais celui qui construit ses propres affaires garde le contrôle de ses décisions, de ses revenus et de son avenir financier. Comme l'a dit Peter Drucker, le meilleur moyen de prédire l'avenir, c'est de le créer. Chapitre 7. L'art de créer plusieurs sources de revenus. Dans ce chapitre,
Donald Trump et Robert Kiyosaki expliquent que l'une des grandes différences entre les riches et la majorité des gens réside dans la diversification des revenus. Là où beaucoup dépendent d'un seul salaire, les riches bâtissent plusieurs sources qui leur assurent une sécurité et une croissance continue. Les auteurs insistent sur une vérité simple: compter sur une seule source de revenus est risqué. Un emploi peut disparaître du jour au lendemain à cause d'une crise, d'un licenciement ou d'un changement de stratégie dans une entreprise. En revanche, celui qui a développé plusieurs canaux de revenus, investissements immobiliers, entreprises, droits d'auteur, placements financiers, ne dépend jamais d'une seule entrée d'argent. Comme le disait Warren Buffett, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Trump illustre ce principe avec ses propres affaires. Bien qu'il soit surtout connu pour l'immobilier, il a aussi investi dans le divertissement, le sport, les hôtels et même les produits dérivés. Cette diversification lui a permis de se protéger contre les périodes de ralentissement économique. Quand un secteur est en crise, un autre continue de générer des bénéfices. Kiyosaki, de son côté, insiste sur le rôle des investissements simples mais intelligents. Il explique qu'un particulier peut commencer avec de petites étapes: acheter un appartement à louer, écrire un livre qui génère des droits, créer une petite entreprise en ligne. Chaque nouvelle source de revenus, même modeste, est une pierre ajoutée à l'édifice de la liberté financière. Comme l'a écrit Paulo Coelho, les petites choses sont responsables des grands changements. Les auteurs rappellent aussi que la diversification ne consiste pas seulement à avoir plusieurs sources, mais aussi à comprendre et gérer les risques. Les riches ne placent pas leur argent au hasard. Ils s'éduquent, ils s'entourent de conseillers, et surtout, ils analysent chaque décision comme une stratégie à long terme. L'argent est vu comme une graine qu'on plante dans différents terrains afin d'assurer plusieurs récoltes. Un autre aspect important est le rôle de la créativité. Beaucoup pensent qu'il faut déjà être riche pour diversifier ses revenus. Mais selon Trump et Kiyosaki, l'essentiel est de commencer avec ce qu'on a. Une compétence particulière peut devenir un service, un talent peut être transformé en produit, une passion peut se convertir en entreprise. Comme l'a dit George Bernard Shaw, les gens qui réussissent dans ce monde sont ceux qui se lèvent et cherchent les circonstances qu'ils veulent, et, s'ils ne les trouvent pas, les créent. Enfin, le chapitre conclut sur une idée forte: la sécurité ne vient pas d'un emploi stable, mais de la capacité à créer et à multiplier les flux financiers. Celui qui a plusieurs sources de revenus ne vit pas dans la peur du lendemain, car même si une source s'assèche, d'autres continuent de couler. C'est cette vision qui distingue durablement les riches et leur permet de transmettre une stabilité à leurs générations futures. Chapitre 8. Comment surmonter la peur et prendre des décisions. Dans ce chapitre, Donald Trump et Robert Kiyosaki expliquent que la peur est l'un des principaux obstacles à la richesse. La majorité des gens hésitent à investir, à créer une entreprise ou à saisir une opportunité parce qu'ils craignent l'échec, la perte d'argent ou le jugement des autres. Pourtant, selon les auteurs, cette peur peut être surmontée grâce à l'éducation financière, à la préparation et à un état d'esprit positif. Kiyosaki rappelle que la peur est naturelle, mais que la manière dont on y répond détermine le succès. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui ne ressentent jamais la peur, mais ceux qui agissent malgré elle. Comme l'a dit Franklin D. Roosevelt, la seule chose que nous ayons à craindre, c'est la peur elle-même. Chaque décision financière doit être analysée, mais ne doit pas être paralysée par l'émotion. Trump illustre cette idée avec ses premières acquisitions immobilières. Beaucoup considéraient ses investissements comme trop risqués, mais il a analysé les chiffres, évalué les risques et agi avec courage. Ces décisions, parfois audacieuses, ont souvent été critiquées à l'époque, mais elles se sont révélées fructueuses. Cela montre que le succès dépend autant de la capacité à prendre des décisions que de la chance ou des ressources. Les auteurs insistent également sur l'importance de la préparation. La peur diminue quand on connaît bien son domaine. Apprendre à évaluer un investissement, comprendre le marché,
S'entourer de mentors et de conseillers compétents transforme l'incertitude en confiance. Kiyosaki utilise l'exemple de ses propres erreurs dans de petits investissements. Au début, il prenait des risques sans éducation, mais après chaque expérience, il a appris à réduire la peur grâce à la connaissance. Une autre leçon clé du chapitre est la différence entre la peur et le doute. La peur est un sentiment naturel, le doute, en revanche, provient souvent d'un manque de connaissances ou d'une influence extérieure négative. Les riches apprennent à écouter les faits et non les rumeurs. Comme l'a dit Henry Ford, que vous pensiez pouvoir ou que vous pensiez que vous ne pouvez pas, vous avez raison. La croyance en ses capacités est aussi importante que la compétence technique. Enfin, Trump et Kiyosaki rappellent que la peur peut être un moteur si elle est bien canalisée. Plutôt que de fuir les défis, on peut utiliser la peur pour se préparer davantage, travailler plus intelligemment et prendre des décisions calculées. La richesse durable n'est pas seulement une question d'opportunité, mais de courage et de résilience face à l'incertitude. Chapitre 9. L'importance de l'action et de la persévérance. Dans ce chapitre, Donald Trump et Robert Kiyosaki expliquent que la connaissance seule ne suffit pas pour devenir riche. Beaucoup de personnes lisent des livres, suivent des séminaires ou apprennent les principes de l'argent, mais ne passent jamais à l'action. Selon les auteurs, c'est l'action constante et la persévérance qui transforment les connaissances en résultats tangibles. Kiyosaki souligne que l'échec fait partie du processus. Chaque entrepreneur ou investisseur prospère a connu des erreurs et des revers, mais ceux qui réussissent sont ceux qui ne se découragent jamais. Comme l'a dit Winston Churchill, le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte. La persévérance est donc un facteur déterminant pour transformer un projet en succès durable. Trump illustre cette idée à travers ses propres expériences. Il a souvent été critiqué ou confronté à des obstacles majeurs dans l'immobilier et les affaires. Certaines de ses entreprises ont échoué, certaines dettes semblaient insurmontables, mais il a appris de chaque situation et a continué à investir et à innover. Ces expériences lui ont permis de développer un instinct et une vision qui font aujourd'hui sa force. Les auteurs insistent également sur l'importance de ne pas attendre le moment parfait pour agir. Beaucoup restent paralysés en cherchant la situation idéale ou le projet parfait. Mais comme le dit Tony Robbins, le chemin vers le succès est de prendre des mesures massives et déterminées. Agir avec intelligence, même imparfaitement au début, est toujours mieux que l'inaction. Un autre point clé du chapitre est la discipline quotidienne. Les riches mettent en place des routines, évaluent régulièrement leurs décisions et s'efforcent de progresser chaque jour. La richesse n'est pas le fruit d'un seul coup de chance, mais de l'accumulation d'actions cohérentes sur le long terme. Chaque investissement, chaque apprentissage et chaque décision contribuent à construire un patrimoine solide. Enfin, Trump et Kiyosaki concluent que la combinaison de la connaissance, de l'action et de la persévérance crée la vraie liberté financière. Lire des livres ou comprendre les concepts financiers ne sert à rien si l'on ne les applique pas. La richesse durable est donc le résultat de décisions courageuses, de résilience face aux échecs et de la capacité à continuer à avancer malgré les obstacles. Chapitre 10. Transmettre la richesse et inspirer les autres. Dans ce dernier chapitre, Donald Trump et Robert Kiyosaki expliquent que la véritable richesse ne se limite pas à accumuler de l'argent pour soi-même. Elle implique également la capacité à partager ses connaissances, à créer des opportunités pour les autres et à inspirer une nouvelle génération. Selon eux, le but ultime de la liberté financière est de permettre aux autres de se libérer également des contraintes économiques. Kiyosaki rappelle que l'éducation financière est le cadeau le plus précieux que l'on puisse offrir. Aider quelqu'un à comprendre les principes des actifs, de l'investissement et de la création de revenus passifs a un impact bien plus durable qu'une simple aide financière ponctuelle. Comme l'a dit Zig Ziglar, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez dans la vie si vous aidez suffisamment de personnes à obtenir ce qu'elles veulent. Trump illustre cette idée avec ses mentors et les personnes qu'il a soutenues.
Il explique que beaucoup de ces réussites sont liées à la collaboration, à la transmission d'opportunités et à la création de partenariats stratégiques. Inspirer et former les autres permet non seulement d'élargir son influence, mais aussi de créer un réseau solide et durable. Les auteurs mettent également l'accent sur l'importance de l'héritage financier et intellectuel. La richesse véritable consiste à créer des systèmes et des connaissances qui continueront de fonctionner même après soi. Kiyosaki donne l'exemple de familles qui enseignent à leurs enfants à investir, à gérer les actifs et à entreprendre dès leur plus jeune âge. Ces familles cultivent ainsi une richesse qui dépasse le simple capital financier. Un autre point clé est le rôle de l'altruisme stratégique. Aider les autres ne doit pas être perçu comme un sacrifice, mais comme un investissement dans la société et dans soi-même. Les personnes qui partagent leurs connaissances et opportunités voient souvent leur cercle de réussite s'élargir. Comme l'a dit Maya Angelou, j'ai appris que les gens oublieront ce que vous avez dit, ils oublieront ce que vous avez fait, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Enfin, Trump et Kiyosaki concluent le livre par un message motivant: chacun a la capacité de devenir riche, non seulement pour soi-même, mais pour créer un impact durable sur son entourage et sur la société. La richesse n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de vision, de courage, de persévérance et de transmission. Conclusion. Pourquoi nous voulons que vous soyez riche est bien plus qu'un livre sur l'argent, c'est un guide pour changer sa vision de la vie et de la réussite financière. Donald Trump et Robert Kiyosaki nous montrent que la richesse ne se limite pas à accumuler de l'argent, mais qu'elle repose avant tout sur l'éducation financière, l'état d'esprit et l'action consciente. Chaque chapitre met en lumière une vérité essentielle. La majorité des gens restent prisonniers d'un modèle traditionnel, dépendant d'un salaire et d'une sécurité illusoire. À l'inverse, les riches construisent leur liberté en pensant différemment, en investissant intelligemment, en diversifiant leurs revenus et en transformant les obstacles en opportunités. Le livre insiste également sur le rôle de la peur et de l'échec. Ils ne sont pas des barrières, mais des enseignants pour ceux qui savent apprendre et persévérer. Il souligne que la connaissance seule ne suffit pas, il faut agir, persévérer et créer des habitudes financières solides pour bâtir une richesse durable. Enfin, Trump et Kiyosaki rappellent que la richesse prend tout son sens lorsqu'elle est partagée. Transmettre ses connaissances, éduquer les autres et inspirer une nouvelle génération sont les clés pour créer un impact durable au-delà de sa propre réussite. Comme le disent les auteurs, la liberté financière n'est pas seulement un privilège, c'est une responsabilité et une opportunité pour transformer sa vie et celle des autres. En résumé, ce livre est un appel à changer sa pensée, oser agir et construire sa propre voie vers la richesse, non seulement pour soi, mais aussi pour influencer positivement son entourage et le monde qui nous entoure. Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous, car je prépare d'autres résumés de livres puissants qui changeront votre façon de voir l'argent, la réussite et la vie.